CFM Radio, votre radio en Tarn-et-Garonne. Hola, hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado. Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Ça me peut les... Oh non, pas mal, bien vu. C'est Philippe Audard qui était à la manœuvre pour le plop du bouchon qu'on ouvre traditionnellement parce que l'un de nos invités, Roman Tournier, était légèrement en retard, mais c'est sa première participation à l'émission, donc on va lui pardonner. Roman Tournier, Wine Impact, négociant... innovant, puisque non seulement on va parler de vin bio sans aucun intrant, mais en plus on va parler de bouteilles consignées avec Wine Impact. C'est des copains de Philippe Audard. Oui, on s'est rencontrés la semaine dernière sur une dégustation, justement. Nous Merci, Roman. avons également avec nous comme invité aujourd'hui Sophie Dias qui commence une grande carrière de podcasteuse. Elle est ingénieure agronome. Et elle a envie de mettre sa contribution à ce monde qui bouge. Et elle se pose beaucoup de questions dans ses podcasts sur l'agriculture aujourd'hui et l'agriculture de demain, c'est ça ? Exactement. Bonjour Sophie, merci d'être là. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. C'est cool, d'autant que tu nous as amené des fromages de chez Mathilde, qu'on salue au passage. Exactement. Je suis venue faire la petite promotion de ces fromages qui sont délicieux. C'est ma fromagère, alors du coup, je ne peux que vendre ses mérites. Voilà. Et donc, elle est dans un des épisodes de tes podcasts qui s'appelle... Écho de ferme. Écho comme le son qui résonne au pluriel. Pour accueillir Roman Tournier et Sophie Dias aujourd'hui dans Qu'est-ce qu'on déguste, nous avons bien sûr Anne Lasserre. Bonjour Rémi. Comment ça va ? Bonjour à tous. Ça va très bien. Tu es venu avec un fromage qui nous a... Épouvantable. Qui a une odeur... Il est paraît-il des Pyrénées. Dites donc. Bon, ça va bien et aujourd'hui tu nous parleras... De la vigne et du vin. Bon, d'accord. À travers la poésie. Et puis Émilie Prouchet de la Costa qui est là à l'heure, c'est magnifique. Je suis à l'heure, mais j'ai oublié la moitié de ma chronique. Bon, mais t'as pas oublié le fromage de Non, j'ai pas oublié le fromage de la ferme, ouais. C'est cool. Oui. Donc on est plein de fromage aujourd'hui pour accompagner les vins de Wine Impact que nous a amené Roman Tournier. C'est Aurélien qui est à la technique, c'est Qu'est-ce qu'on déguste et ça commence comme ça. On a oublié Philippe. J'ai dit Philippe ? Mais non, j'ai dit au début, il était là, Philippe. Oh, mais c'est parce que t'étais en retard. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose dans les verres ? En fait, je suis venu pour faire le service. Quelqu'un qui sait poser comme moi, quelqu'un qui sait chanter comme moi. Je suis beaucoup trop fort, mais mon style c'est pas les go trip. Même si dans ma tête on est 10 disputes, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Cracher sur tout ce qui vous entoure, ou bien se rabaisser aux yeux de tous. J'étais en train de rêvasser, est-ce que je rêve assez? Chérie, cocktail, je tourne de cils, cocktail, tu t'ouvres à quoi? Tu y trouves-toi, fan est dans la nuit, fan est dans l'ennui. C'est pour les parents, pour les amis, leur rendre la fierté, d'être aussi fier de les avoir. L'amour est une passion vive, je ferai tout ce qu'il faudra pour les voir sourire. Pour des nuits sales, un bout de vie passe, un jour on vit perd de langue sous lasse. On se retournera dans un sas, la cale, l'avenir trépasse. J'en ai jamais voulu à tous ceux qui se lassent. Moi-même je n'ai vu que le désarroi du jour au matin qui se passe. Nous étions deux âmes sœurs de douceur, de toutes sortes d'euphémismes, douceur, des puissantes énergies de tout rêve, pour tous les envies, virages pris sans fin. Nous étions deux âmes sœurs de douceur, de toutes sortes d'euphémismes, douceur, des puissantes énergies de tout rêve, pour tous les envies, virages pris sans fin. On vit comme s'il y avait toujours un lendemain. Une marche pour poser le pied plus loin. Un avenir à bâtir, se mentir d'être serein. Un être sans rien pour se retenir. Et ce soir je dormirai encore avec toi. L'incertitude de tes attitudes me font tituber, me font me rappeler dans quel flou je vis. Un être sans rien pour se rebâtir. Je suis sourd, je suis fou et je fais tout. Poussière d'espoir me pousse à bord des noirs. Enfermons ces souvenirs dans une cage ce soir. C'est pour ça qu'on fait mordre l'hameçon. D'une façon on vibre pour faire naître la vie des ombres. Le crédit de l'illusion, et puis c'est sa raison. La maison c'est un peu refuge, tous les regards les fus. C'est pour les parents, pour les amis, leur rendre la fierté, d'être aussi fier de les avoir. L'amour est une passion vive, je ferai tout ce qu'il faudra pour les voir sourire. Une nuit sale, un bout de vie passe, un jour on vit perd de langue se lasse. On se retournera dans un sas, la cale, l'avenir trépasse.
je n'ai jamais voulu tout ce qui se lasse. Moi-même je n'ai vu que le désarroi du jour au matin qui se va. Nous étions deux âmes sœurs de douceur, de toutes sortes d'euphémismes d'ossor, de puissantes énergies de tout rêve, vous détournez les envies, virage pris sans fin. Nous étions deux âmes sœurs de douceur, de toutes sortes d'euphémismes d'ossor, de puissantes énergies de tout rêve, vous détournez les envies, virage pris sans fin. Se faisant, je n'ai grandi que parmi les absents. Pourquoi rechercher le néant pris? La lune est plus claire, un adja sans vice. La croix brille, obsède les parties des gens tristes. La fine vibe obsède tous les milieux de la nuit. La vie vacille devant toute la galanterie. Stop la crise, je le trouvais sous les mains. Nous étions deux âmes sœurs de douceur, de toutes sortes d'euphémismes d'ossor, des puissantes énergies de tout rêve, vous détournez les envies, virage pris sans fin. Nous étions deux âmes sœurs de douceur, de toutes sortes d'euphémismes d'ossor, des puissantes énergies de tout rêve, vous détournez les envies, virage pris sans fin. Nous étions deux âmes sœurs de douceur, de toutes sortes d'euphémismes d'ossor, des puissantes énergies de tout rêve, vous détournez les envies, virage pris sans fin. Voilà, ça c'est Louvang, âme sœur, qui sera donc dans PCV la semaine prochaine. Louvang, c'est un jeune Corse qui a été lauréat du tremplin Montauban en Seine, qui jouera donc un des 5 soirs du tremplin de Montauban en Seine sur la scène du kiosque à musique sur les allées Mortarieux. C'est qu'est-ce qu'on déguste? On va faire connaissance. Alors, un coup avec Sophie Dias, un coup avec Roman Tournier. On va juste commencer, pardon, tant pis pour la galanterie. Hein. Hop, c'est fini la galanterie de manière. Par Roman, parce que je voudrais que tu nous parles de ce que tu nous as mis dans le verre, Roman. Oui, tout à fait. Donc bonjour. Roman Tournier, fondateur de la jeune maison de négoce Wine Impact. Là, ce qu'on est en train de déguster, donc, c'est un rosé issu de la variété résistante Monarque, donc, qui est une variété résistante aux maladies de la vigne, tout simplement. Donc là, on est sur un très beau rosé qui a des très beaux éclats et qui, en bouche, tu me le confirmeras, Rémi, mais très plaisant, très fruité. Vraiment parfait pour accompagner là, les plats estivaux avec la hausse des températures. D'accord. Donc avec toi, on va parler de ton entreprise et puis de ces vieux cépages. Moi, je croyais qu'en France, il n'y avait plus de vieux cépages, qu'ils avaient tous été éliminés par le phylloxéra en 1800, je ne sais plus, sous Napoléon ou je ne sais plus qui. Hein? Une grande crise du 19e siècle, le phylloxéra qui a éradiqué plus de la moitié de la surface viticole française, effectivement. Et donc ces cépages résistants qu'on est en train de déguster, ce sont effectivement des hybrides, tout comme les phylloxéra, les vignes qui ont résisté au phylloxéra à l'époque. Et donc ce sont tout simplement des variétés qu'on a fait par hybridation. Donc on a fécondé des variétés résistantes aux maladies avec nos cépages traditionnels qu'on connaît, la syrah, la négrette, etc., pour qu'elles puissent être un peu plus résistantes aux maladies cryptogamiques actuelles que sont le mildiou, l'oïdium, etc. Et donc ça résiste à tout, le monarque. Ça résiste pas à tout, mais ça résiste aux principales maladies de la vigne, donc comme je dis, qui sont l'oïdium ou le mildiou, qui représentent en fait 90% des maladies qu'attrape la vigne, et qui représentent également 90% des traitements que l'on fait quand on passe dans la vigne, puisqu'en fait l'objectif de Wine Impact, c'est de proposer des vins qui ont le plus bas impact carbone possible, en se basant à la fois sur l'utilisation de vins issus de ces cépages résistants, mais aussi le réemploi des bouteilles qui contiennent ce vin. D'accord, on va en parler aussi, mais un mot sur le cépage et ses saveurs. Ouais, non, juste, au niveau des rendements, ça dit quoi à peu près le Tu veux pas parler des saveurs, ça, il te plaît pas? Parce que je n'ai pas goûté encore. Au niveau des rendements, c'est aussi l'avantage de ces cépages résistants, puisque ils n'attrapent aucune maladie, ce qui fait qu'on arrive à avoir des rendements beaucoup plus, on va dire, tenables pour les vignerons, mais ça peut monter à facilement 100, 120 hectares. Ouais, c'est ça aussi la particularité de ces vieux cépages, c'est que ça coule, ça pisse, comme on dit. Et non, c'est pas mal. T'as un peu de sucre dedans, résiduel. Et alors, résiduel, on est vraiment, c'est très sec, c'est le côté très très fruité, mais on n'est pas à plus de 3 grammes de sucre mais naturel, en fait, tout simplement. T'éloigne pas trop de ton micro, mon cher ami Roman Tournier, donc de Wine Impact. Sur la bouteille qu'on est en train de boire, il y a une première étiquette qui est assez jolie, qui donne le nom du vin, bio. Bon, vous n'avez pas non plus fait des
Et ben, justement, grande réunion. Et détrompe-toi, on s'est vraiment beaucoup cassé la tête pour essayer justement de parler de ce côté cépage résistant. Et puis un jour, on s'est finalement dit, mais en fait, c'est plus bio que bio, puisqu'en fait, les vignerons en bio doivent quand même passer dans les vignes et traiter avec du cuivre et du soufre, qui sont on va dire, des métaux lourds qui ont un certain impact sur l'environnement, alors que les cépages résistants n'ont besoin d'aucun passage. Donc on s'est dit un petit peu facilement, finalement, c'est plus bio que bio, et on se dit, tiens, c'est bio. C'est facile à raconter comme ça. D'accord. Qui c'est Jean Tournier, c'est le papa ? C'est mon grand-père. D'accord. Qui était vigneron ? Qui était exploitant agricole, effectivement. Donc pas uniquement vigneron, mais qui avait des pêchers, des vignes, maraîchers, des céréales. Ouais, comme on avait dans les fermes polyculture et élevage. Ici, tu es de la région ? Tu es local ? Alors moi, je suis du Frontonais, ça, exactement. D'accord. Et donc, pourquoi il a le droit d'avoir son nom sur l'étiquette ? C'est un côté hommage, on fait beaucoup ça dans le vin. C'est pour un peu nouer le côté innovant des cépages résistants avec la tradition du vin. D'accord. Donc, nous avions dans nos verres. Je peux t'en remettre. Bah oui, d'accord. Du Monarque, c'est un joli nom pour un cépage, un nom de papillon. Et qui est issu de croisement de deux. Alors, c'est ce qui s'apparente le plus. Les cépages résistants, c'est beaucoup de croisements pour arriver à cette variété qui a des qualités organoleptiques assez sympathiques. Mais on va dire que c'est ce qui s'apparente le plus entre un Grenache et un Cinsault. Un Cinsault, on retrouve ça. Ben voilà, non, mais c'est une bonne entrée en matière pour commencer à faire connaissance avec nos invités. Donc ça, c'est un petit bout avec Roman Tournier. Et là, tout de suite, c'est avec Sophie Diaz qui est en train d'avoir une conversation avec Aurélien. Non, je suis là. Quelles sont les questions que tu te poses Quand tu fais des signes comme ça, comme ils n'entendent pas en studio ce qui se passe à la musique, ils se demandaient ce qui se passait. Donc il y a toujours une petite musique en dessous pendant qu'on parle. Oui. C'est le langage des signes qui est compliqué, tu sais, quand on n'est pas initié. C'est ça. Que pour les initiés. La prochaine fois que tu viens, on te met un casque sur les oreilles, comme ça tu entendras tout. Je veux bien. Sur le qui-vive de devoir parler. Très bien, ça veut dire que je vais être invitée à nouveau. Alors moi je dis oui. Hey, pourquoi pas. Sophie Diaz, donc le nom du podcast c'est Écho de ferme. Écho de ferme. Tu as un parcours donc déjà d'ingénieur agronome. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce podcast ? On va en parler du podcast après, mais d'abord ton parcours à toi. Tu te destinais à faire quoi quand tu étais jeune étudiante et que tu disais plus tard, je veux faire ça quand j'aurai fini mes études d'ingénieur ? Eh ben moi, au lycée, je voulais travailler dans tout ce qui était la faune, la protection de la faune, de l'environnement, parce que j'ai toujours eu une attache particulière avec ça. Et puis, je voulais être éthologue, en fait, comportementaliste animalière dans la faune sauvage. Et puis, on m'a dit, pars en prépa, tu es plutôt bonne élève, donc vas-y. Donc, je me suis retrouvée en prépa bio, comme on dit. Et là, j'ai passé le concours agro, parce que je voulais pas être vétérinaire. Et en arrivant en école d'agro, je voulais toujours me destiner à devenir éthologue. Et j'ai fait mon stage de première année dans une exploitation agricole. Et là, j'en suis tombée amoureuse. Donc, j'ai adoré cette expérience. Et finalement, avec le parcours et tous les apprentissages que j'ai eus, je me suis vraiment pris de cœur pour ce secteur. Pour moi, c'est un secteur qui est tellement riche, en fait. Il est pluridisciplinaire, il y a beaucoup d'enjeux. Et pour moi, en fait, l'agriculture, c'est la base. On mange 3 fois par jour, donc l'alimentation, on la touche tous les jours. Donc vraiment, je me suis pris de passion pour cela. Et j'ai fini mes études et je me suis dit, je m'arrête là et je reste ingénieur agronome. Voilà. D'accord. Et donc Non, j'ai fait l'ENSAIA, donc c'est l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires qui est située à Nancy, en Lorraine. Oui, quand même. Voilà, moi je suis originaire de Fontainebleau à la base, en Seine-et-Marne. Donc je suis née au milieu de la forêt, comme je dis souvent. Donc après je suis partie à Nancy faire mes études. J'ai travaillé à Orléans en tant que conseillère agricole. Voilà, et alors parce que ça consiste en quoi du coup quand on est ingénieur agronome, on est conseillère agricole, on fait quoi ? On travaille pour une chambre d'agriculture et on va aider les agriculteurs dans leur culture ? Honnêtement, il y a des débouchés dans plusieurs filières, que ça soit la recherche, dans l'enseignement, dans le conseil, dans la technique aussi. On peut être très bien conseiller technique. On peut travailler dans des bureaux d'études, dans des centres de recherche. Moi, je me suis orientée dans le conseil agricole parce que c'est le contact humain qui m'anime le plus.
Et donc, je me suis retrouvée à travailler dans un CER France, exactement, pendant 2 ans. C'est quoi un CER France ? Donc, c'est un centre de gestion de comptabilité et de conseil. Et donc, moi, je conseillais... Lié à l'agriculture. Voilà, lié surtout agricole, même si maintenant, il commence à avoir aussi d'autres secteurs d'activité. Et donc, j'accompagnais des agriculteurs dans leur gestion quotidienne de leur trésorerie, leur gestion d'entreprise. Voilà, tout ce qui était nouveaux projets, financement, transmission, parce que c'est quand même un sujet important dans l'agriculture. Oui. Donc voilà, il y avait une multitude de sujets qui me passionnaient et j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Ok. Avant d'arriver à Montauban. Et puis après, t'es arrivé Comment ici. on arrive à Montauban ? Alors, pour des raisons personnelles, je suis arrivée à Montauban et donc j'y suis restée depuis le premier confinement. D'accord. Et tu fais maintenant un podcast qui s'appelle Écho de ferme. Exact. Ça, c'est ta fibre de jeune femme qui veut sauver la planète, qui se dit que de toute manière, on court à la catastrophe, ou pas plus que ça ? Alors, C'est quoi le rapport avec ça ? dit comme ça. Parce que, Non, mais il fait une très bonne transition parce que c'est vrai que je suis une personne qui a des convictions écologiques. Donc, vu qu'on en avait parlé en voir sa off, page Instagram, voilà. allez voir la page du podcast. Donc, Elle explique effectivement, tout. il y a cette notion-là, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à mettre l'écologie et l'agriculture dans 2 sacs différents. Moi, je pense qu'en fait, les 2 ont du sens et on devrait plus les emmêler, on va dire, davantage pour trouver des solutions pour demain. Et donc, de ce fait, le podcast, c'est apparu comme une évidence parce que déjà, j'ai le sens du contact. J'adore sensibiliser les gens, apporter, partager mes connaissances quand je le peux, en tout cas. Et surtout, donner la parole à ceux qui ne peuvent pas forcément l'avoir. Et dans le secteur agricole, je trouve que c'est pas toujours évident pour les agriculteurs et les agricultrices de communiquer. Et donc, voilà, c'est un projet de cœur. D'accord. Oui, mais à mon avis, il y a effectivement plus que ça, parce que moi, j'ai retenu une phrase que j'ai sous les yeux. J'ai à cœur de faire prendre conscience à chacun de l'importance d'une reconnexion à la nature, d'accord, à l'essentiel avec un E majuscule et à soi avec un S majuscule, grâce à une approche écosystémique et pragmatique, c'est-à-dire... Oui, je vois qu'on a bien étudié le dossier, donc c'est pas grave. Non, effectivement, c'est la reconnexion à l'essentiel, j'en parle beaucoup parce que c'est ce que je disais, l'alimentation, c'est au cœur de notre quotidien, donc pour moi, ça fait partie des domaines qui sont essentiels et des thématiques qui le resteront dans le futur. Et pour moi, la reconnexion à soi, donc là, c'est lié à la partie écologie, parce qu'on parle de éco-philosophie très souvent. Et donc, le but, c'est de se reconnecter à l'essentiel et donc à soi, à ce que l'humain a besoin. Et donc, c'est pour ça que parfois, je le communiquais dans ce sens-là. Et pour moi, une approche pragmatique, parce qu'il faut rester les pieds sur terre. Que des fois, c'est vrai qu'on peut avoir une approche utopiste. Parfois, dans l'agriculture, on entend tout. Donc, pour moi, c'est important aussi d'être dans cette approche durable et pragmatique et écosystémique parce qu'il faut une vision qui englobe tous les secteurs. T'as conscience que c'est un gros mot ? Lequel ? Écosystémique. C'est vraiment un truc d'ingénieur, ça, parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, écosystémique. Oui. Alors, en fait, écosystémique, c'est c'est regrouper toutes les approches, dans le système, c'est avoir une approche générale et pouvoir inclure tous les domaines d'activité, tous les secteurs et en fait avoir une approche générale. Si on pourrait le vulgariser davantage, c'est avoir en fait une approche générale et de pas forcément regarder qu'avec un seul prisme de vue. Voilà, je vais le résumer comme ça. J'ai compris, Sophie Dias. Allez sur les internets, tapotez chez Spotify ou ailleurs Écho de ferme. Vous allez tomber sur 3 podcast très intéressant de Sophie qui est allée à venir. Et bien sûr, et qui est allée à la rencontre notamment de Mathilde. On va goûter le fromage de Mathilde qu'on a bien connu à CFM dans sa jeunesse. Mathilde, on l'a eu en stage à CFM Radio. Oui, mais elle est de Caussade, on avait les studios à Caussade, tu vois. J'étais à l'école avec Mathilde. Moi. T'étais on a le même âge. Et elle continue de faire son élevage de chèvres avec aussi une philosophie de vie qui est importante et qu'on découvre dans le podcast que nous propose Sophie Dias. Écho de ferme, on continue d'en parler dans quelques instants. Mais d'abord, on parle du vin dans la littérature. Voilà, donc c'est à moi. Bien sûr, bien sûr. Alors, comme dans cette émission sont toujours débouchées de bonnes bouteilles, je parlerai de la vigne dont la culture est très ancienne. Elle remonte à 11 000 ans dans le Caucase et le Proche-Orient.
Cependant, on pense que l'invention du vin serait accidentelle. Accidentelle ou pas, le vin a-t-il une âme? Baudelaire écrit « Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. » Et le poète André Theuriet semble lui répondre « L'âme du vin monte sans bruit dans mon verre, en perles d'écume, et s'évapore dans la nuit que la fleur des vignes parfume. » Le vin est aussi célébré dans les chansons. Qui ne connaît pas « Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles ?» Et certaines chansons sont très anciennes, comme cette ronde chantée lors des vendanges depuis au moins le XVIe siècle et réactualisée par le chansonnier Aristide Bruant. « Plantons la vigne, la voilà la jolie vigne !» Je ne sais si in vino veritas, si dans le vin est la vérité, mais je sais que les Romains buvaient du vin chaud, agrémenté de miel, de poivre, de laurier, pour faciliter la digestion. Il faut attendre le 19e siècle pour qu'en France, la consommation de vin se démocratise et que se multiplient les débits de boissons. Certes, cela permettra à Zola d'écrire l'Assommoir et de montrer les méfaits de l'alcoolisme. Actuellement, on dénombre 3200 vins différents en France. Je vous propose de calculer, Rémi, le nombre d'émissions à réaliser pour les présenter tous. On y va. Pour conclure ces propos sur le vin, je laisserai le mot de la fin au poète Jean Tardieu, qui explique à sa façon que le mot « juste » n'existe pas, car un mot ne peut pas prendre en considération tous les paramètres d'une situation. Il écrit donc: trouver un seul verbe pour signifier l'acte qui consiste à boire un verre de vin blanc avec un camarade bourguignon au café des Deux Magots vers 6 heures, un jour de pluie, en parlant de la non-signification du monde, sachant que vous venez de rencontrer votre ancien professeur de chimie et qu'à côté de vous, une jeune femme dit à sa voisine « Je lui en fais voir de toutes les couleurs, tu sais ?» Personnellement, je n'ai pas trouvé un tel verbe, alors je vous propose d'ouvrir un concours ou simplement de trinquer. Eh bien voilà, trinquons. Oh bah avec un verre vide. Je me servir. Ah bah oui, tiens, attends, je te sers, regarde. Hop. Hop. Merci. Donc nous avons choisi de trinquer, si je comprends bien. Pour les concours. Il y avait, c'était qui ça? Enivrez-vous de... Baudelaire. C'est Baudelaire? Le titre Enivrez-vous. D'accord. De vin, de vertu ou de... Dans le micro. Philippe, dans le micro. Alors tu l'as pas ça? Non, ça je l'ai pas. Je ne l'ai pas On l'a donné une noté. fois dans une émission, Je suis... rappelle-toi. 3 minutes, on ne peut pas minutes. tout dire. Hein. Non, on ne peut pas peut tout pas tout dire dire, non. en 3 minutes, ça c'est sûr. Alors, il nous reste justement ces fameuses 3 minutes. Je reviens sur Roman Tournier. Wine Impact, donc jeune entreprise, si j'ai bien compris, puisque tu es jeune quand même. Très très jeune. L'idée au départ, c'est toi qui l'as? Alors, je l'ai conjointement avec mon père, puisque, comme j'ai dit, on vient d'une famille agricole. Mon père est œnologue. Et donc, c'est au détour en fait, d'une étude sur l'analyse du cycle de vie d'une bouteille et du vin, qu'on a eu sous les mains un petit peu par hasard, qu'on s'est rendu compte en fait, que l'impact carbone d'une bouteille était dû à plus de 70%. Au conditionnement, donc la bouteille, son étiquette et son bouchon, mais en grande partie à cause du verre, et 2, à la viticulture, donc les passages dans les vignes, tous les minéraux qu'il faut extraire pour produire le soufre, le cuivre et les produits de synthèse. Et on s'est tout simplement posé la question, comment nous, à notre échelle, on pourrait participer à la transition écologique, parce qu'il n'y a pas de raison que la filière vin y échappe, on doit tous y passer. Tous les vignerons se rendent compte des conséquences du réchauffement climatique, la sécheresse, la hausse des températures qui a un gros impact sur on va dire les degrés des bouteilles, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a commencé On revient vers le bon sens. un petit peu, Parce ouais. que ça existait avant quand même, les bouteilles à étoiles. Vous en Ça avez fait à la des maison?
maison. Oui. Tout à fait. Il y en avait à la maison des bouteilles à étoiles. Mais bien sûr. Non, voilà. On ramenait Moi, les... j'ai pas connu ça, mais beaucoup de gens que je croise maintenant me Ton père l'a connu. Il l'a connu, ouais. Bah oui. Effectivement. Et donc, vous Et êtes... les hybrides également, finalement, ça existait déjà. Pour les plus jeunes, on rappelle ce que c'est les bouteilles à étoiles. Alors les bouteilles à étoiles, c'était des bouteilles. Alors elles étaient un peu plus longues que ça. Elles n'avaient pas la forme de la bordelaise. Elles avaient une forme un peu bourguignonne. Ouais. Et donc elles avaient des étoiles tout autour du col, comme ça. Et ça voulait dire que c'était des bouteilles consignées. Alors c'était pas du grand vin, c'était du Kiravi, de la villageoise ou des trucs comme ça. C'était du vin du quotidien, du vin de soif. Du vin de soif, ouais, voilà. Et donc tu ramenais ça quand j'étais petit, on ramenait ça à l'épicerie. Et en échange, on pouvait avoir un rabais sur le prix des bouteilles suivantes, puisque les bouteilles étaient consignées. Pareil pour la limonade, pareil pour la bière, pareil pour le lait. Le lait, les bouteilles de lait, oui, on les rapportait aussi. Et après, évidemment, les industriels ont trouvé la parade à ce truc-là en disant « Ouais, mais t'as vu tout ce que ça dépense comme eau, quand même, de nettoyer ces bouteilles, donc il vaut mieux les foutre à la casse et puis en fabriquer d'autres. » Alors, est-ce que c'était... Alors, justement, le recyclage, bien dans le micro, s'il te plaît. Le recyclage des bouteilles, certes, c'est mieux que les foutre en l'air et ne plus rien en faire, mais faire fonctionner des fours qui doivent refaire fondre du verre qui va être de moins bonne qualité, ça demande de l'eau, puisqu'il faut les maintenir à une certaine température, etc. Donc, l'excuse de l'eau n'est pas vraiment recevable. On est bien d'accord. Encore un bobard des lobbies du pétrole. Il y a des super études de l'ADEME, si vous voulez vous renseigner sur Internet. Roman Tournier, Wine Impact, Sophie Dias, Écho de Ferme sont nos invités aujourd'hui dans Qu'est-ce qu'on déguste, fin de la première demi-heure. CFM, vos infos. Bonsoir à tous. Il est venu les remercier en personne. Emmanuel Macron était à la préfecture d'Annecy cet après-midi pour remercier l'intervention rapide des témoins, ceux qui ont permis de faire fuir l'homme qui a poignardé 6 personnes hier, dont 4 enfants dans un parc de la ville. Le chef de l'État a exprimé sa fierté. Écoutez. Je voulais aujourd'hui, avec beaucoup de gratitude devant tous vos élus, vous dire les remerciements de la nation pour ce que vous avez fait. Ces remerciements ne sont pas les remerciements d'un jour, mais ils sont aussi les remerciements d'un moment très particulier. Et à ces mots de gratitude, je voudrais conclure en ajoutant des mots de fierté. En tant que président de la République, je suis très fier de vous. Très fier de ce qui a été fait par des compatriotes qui simplement étaient là. Et très fier de la place et du rôle que chacun a pris. Le vôtre et donc le nôtre. Vous avez fait votre devoir. Mais en faisant chacune et chacun votre devoir, vous avez fait beaucoup plus. Emmanuel Macron qui a transmis des nouvelles positives concernant l'état de santé des 4 enfants blessés. Parmi les jeunes victimes, la fillette néerlandaise est hors de danger, selon le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. Concernant l'enquête, la garde à vue du suspect a été prolongée. Il ne peut toujours pas être interrogé en raison de son état. Il sera présenté à un juge demain. On ne connaît pas encore les motivations qui ont poussé ce Syrien à commettre cette attaque au couteau. Une bonne nouvelle pour le portefeuille des Français. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, les prix de centaines de produits alimentaires baissent dès le mois prochain. 75 grands industriels de l'agroalimentaire s'y sont engagés. Parmi les produits concernés, les pâtes, la volaille, les céréales ou encore les huiles. Bruno Le Maire prévient, ceux qui ne joueront pas le jeu et ne baisseront pas les prix seront sanctionnés. Le tennis à Roland-Garros avec les demi-finales hommes. En ce moment, le choc entre Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, et Novak Djokovic, numéro 3. Ensuite, le Norvégien Casper Ruud affrontera l'Allemand Alexander Zverev. Et puis, Météo France place 2 départements du Sud en vigilance orange pour orage et pluie inondation, l'Hérault et le Gard. Les forts cumuls de cet après-midi pourraient se poursuivre la nuit prochaine. Voilà pour l'essentiel de l'info. Passez une excellente soirée. Écoutez et réécoutez. CFM Montauban sur cfmradio.fr. Vous êtes propriétaire et envisagez d'acheter un terrain ? Vous souhaitez réaliser des travaux d'aménagement, de rénovation énergétique, d'aménagement paysager ? Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et son guichet Rénov Occitanie peuvent vous aider. Conseil neutre, indépendant et gratuit. Prenez rendez-vous au CAUE au 05 63 03 80 88 et guichet Rénov Occitanie au 05 67 92 82 82. Bonjour. On était là, hein ? Ouais. Bien peinard. Quand tout à coup, sans prévenir... Double cassette, 2 en 1. C'est toujours un moment magique pour nous de vous retrouver et de partager avec vous 52 minutes de rap
et de palabres. C'est tous les vendredis soirs à 20h, une émission à réécouter à l'infini en balado-diffusion sur les internets à l'adresse cfmradio.fr. Quelle rigolade. Du 4 au 9 juillet, Albi accueille les meilleurs artistes du moment en live. Retrouvez sur scène Indochine, L'Homme Pâle, Queens of the Stone Age, Billy Gibbons featuring John Douglas et Austin Hanks, Chaka Ponk, Big Flo et Oli, Michel Polnareff, Jane, Ibrahim Mahalouf, ainsi que 45 concerts gratuits et payants en centre-ville et hors les murs. Informations et réservations sur postguitar.net et dans les points de vente habituels. Les 8, 9 et 10 juin prochains, l'Accueil du Fort fête ses 50 ans. Durant 3 jours, de 14h à 23h, au 5 rue du Fort, venez découvrir nos 50 ans d'histoire et l'ensemble de nos actions. Vous pourrez également participer à nos conférences et échanger avec nous. De nombreuses animations et concerts se dérouleront tout au long de la journée. Restauration possible sur place. Entrée libre, ouvert à tous, aux jeunes et moins jeunes. Le Fort, un couvent, un foyer, 50 ans d'engagement. Les 8, 9 et 10 juin à Montauban. Plus d'infos sur lefort.online. Tu connais À Loisir? Non, c'est quoi? C'est un magasin de vélos électriques. C'est vraiment le lieu incontournable à Montauban pour trouver son vélo électrique neuf au meilleur prix avec des offres promotionnelles ou des occasions garanties. Tu peux aussi louer un vélo. Génial! C'est quoi les offres promotionnelles? En ce moment, pour tout achat d'un vélo électrique, un casque et un antivol de qualité offert. Alors là, et c'est où? 3130, route du Nord à Montauban, au 05 63 63 56 26 ou sur aloisir.fr. CFM Radio, votre radio en Tarn-et-Garonne. Qu'est-ce qu'on déguste, la suite? Bon, décidément, on peut compter sur personne. Georges Bonfils n'est pas là. Ah, merci. Il faut expliquer à nos jeunes invités, Roman Tournier et Sophie Dias, qu'à chaque début de demi-heure dans cette émission, normalement, on débouche une bouteille. Et en fait, Roman les a déjà débouchés. Voilà, normalement, on attend pour pouvoir les déboucher. Ça se fait pas, c'est mal élevé. Non, c'était finir. On va être, oui, bon, mais ça, on sait faire. Vous prenez le train en marche. À ma droite, j'ai Roman Tournier, jeune créateur d'entreprise, négociant de Wine Impact, un vin élaboré avec des cépages anciens et résistants, voilà, dans des bouteilles consignées, voilà. Donc on revient à la source, on va présenter son entreprise dans un instant. Sophie Dias est juste à côté de lui. Elle est ingénieure agronome et elle vient de créer un podcast qui s'appelle Écho de ferme. Est-ce que ça la fait vivre? Non, c'est pas encore l'influenceuse qui reçoit des millions grâce à son compte Instagram et son Spotify. Mais peut-être qu'elle espère ça, je ne sais pas. Elle va nous expliquer dans quelques minutes quels sont les objectifs finalement d'Écho de ferme. Émilie Prouchet de la Costa finit de gratter ça. Je ne finis pas de gratter. J'ai oublié d'imprimer la première page. Je l'ai oublié à la maison. Et elle est pile dans je suis content que tu sois vraiment dans cette actualité, moi, qui m'a fait frémir. Et je ne comprends pas qu'on en ait. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres actualités qui nous font encore plus frémir. Mais disons que celle-ci est en lien avec Qu'est-ce qu'on déguste et le monde de l'art. On vient de détruire pour construire un supermarché. On vient de détruire des menhirs. Des menhirs. Ça a combien d'années, des menhirs? C'était le néolithique, donc... Longtemps. Il y a longtemps. Voilà, je ne vais pas dire de bêtises, mais... Pour construire un bricomarché, quoi. Oui. Incroyable. Et je vous raconte tu nous racontes ça tout à l'heure. Un truc de fou. Ah oui, c'est fou, je l'ai entendu. Oui. Anne, tu nous as acheté un fromage qui est irrespirable. Mais finalement, on s'y fait. On se fait tout. Je trouve bon. Ah ben généralement, ça a pas le goût de l'odeur, heureusement. Ah oui, autrement, il est tout à fait irrespirable. Moi, je le mettrais dehors sur le trottoir. Tu nous parleras... Pas dans le studio. Dans le truc des bons tuyaux, tout à l'heure, tu nous présenteras un jeune homme que je connaissais, qui avait un resto à Ville-Nouvelle, dans le cœur de ville de Montauban. Pierrick, qui écrit des bouquins. Qui écrit, effectivement, voilà, que j'ai rencontré au Salon du Livre de Saint-Cyr-sous-Yaguet samedi dernier. Et qui a écrit, par exemple, L'ombre de Roche-en-Rive, Les cerises au printemps, Histoire du château. C'était un drôle de bonhomme. Je mangeais chez lui souvent le midi quand on avait les studios qui étaient par là-bas à l'époque, du côté de Ville-Nouvelle.
Et on avait les studios juste à côté de son petit resto. Et lui, les après-midi, il organisait des ateliers d'écriture. Et c'était un foutoir sans nom quand tu rentrais. Puis c'était tout petit, son resto. Mais c'était rigolo. Et donc, il faisait de la bonne bouffe, mais il n'avait jamais appris. Il faisait ça comme ça. Ça s'appelait La Belle Province. Voilà, oui. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit, La Belle Province. Et il est aussi dans un orchestre punk rock. Ça m'étonne pas de lui. Je suis content d'avoir de ses nouvelles tout à l'heure. Philippe, alors je suis ravi que tu sois là parce que c'est toi qui nous emmène aussi Wine Impact pour le coup, mais pas que. De quoi on va parler aujourd'hui? Je ne sais pas préparer grand-chose. Il y a une actualité sur le ministre de l'Agriculture qui dit des choses un peu particulières, donc on va revenir là-dessus. Ah oui? Oui. Vous n'avez pas vu l'Assemblée publique là où pas suivi, j'ai pas suivi, moi non plus. Les pesticides. Oui, il a dit qu'il savait dire du bien des pesticides parce qu'il se faisait un peu taquiner par une journaliste. Et voilà, les gens se dévoilent facilement. Ouais. Voilà, on a compris pour qui il roulait. Donc on en parlera un peu comme ça. Encore, on va parler des lobbies. Oh là là. Mais non, on parle de ministre. Ah oui, pardon, c'est pas la même chose. Allons donc. Aurélien est à la technique de cette émission. C'est qu'est-ce qu'on déguste? On déguste pour le moment des super petits fromages de chez Mathilde qu'on retrouve au marché samedi matin à Montauban. Tous les samedis matins à Montauban. Et à Négropolis le mardi aussi. Et dans toutes les bonnes épiceries. Bazar Bellamy en concert ce soir au Fort. Il n'y avait pas plus plomb, il n'y avait aucun doute, t'avais rejoint ma route. Tu vois, mon lit bien rangé, les humeurs bien cadrées, les souvenirs sont tenaces, comme une sacrée menace. Quelques mots échangés, un café, ton parfum m'enivrait. Le désir et ses promesses, la chaleur de tes seins, sur une banquette arrière Sixtine. Sors de mes rêves, accorde-moi une trêve. L'amour comme à 16 ans ne m'est plus suffisant. Dans ta chapelle Sixtine, qui range mille aimants, je pénètre ton cœur. Le temps est une ruelle en pente, on n'y tient pas debout. La pluie se fout d'un nous, elle glisse et emporte tout. Puisqu'on dit qu'il faut vivre ses rêves, mais pas rêver sa vie. Que le bonheur n'est rien, le bonheur c'est le chemin. Ça y est, il est déjà trop tard, le temps de se quitter. Peut-être un dernier au revoir, ou plutôt à jamais. Tu vas rentrer chez toi, te blottir dans ses bras, lui dire je t'aime et l'embrasser. Comme si de rien n'était, les enfants seront en retard. Le souper, les devoirs, faire comme si on n'existait plus. S'effacer de nos mémoires de corps, nos bouches mêlées, fermer à double tour le coffret de l'amour et puis jeter la clé. Sixtine, sors de mes rêves, je rentre dans ta vie, en fleur d'adolescent, ce n'est plus suffisant.
Bazar Bellamy qui se produit ce soir en trio pour les 50 ans du Fort, ce foyer des jeunes travailleurs sur lequel nous étions hier pour une émission spéciale que vous pouvez retrouver en podcast sur les internets. Alors ce soir il y a Jimmy et Arnaud, il y a Prad et il y a Bazar Bellamy. On écoutera Prad tout à l'heure. Demain il y a Mathilde Limal qui était avec nous hier dans l'émission, Les Grandes Bouches et Attista Trio. Et puis on a une pensée pour Georges Bonfils qui était dans le Hot Swing d'Eddie hier soir aussi, qui a joué toujours au Fort pour les 50 ans et là qui joue ce soir. Quand je vous dis ce soir, si vous nous écoutez samedi, c'est que c'était hier soir. C'était gavé de monde, c'était énorme. C'est à la salle des fêtes de la Salvetat Belmonte à 5 après. Il y a ce soir un dîner-spectacle qui est avec l'humoriste Thierry Garcia. Merci Aurélien. Thierry Garcia qui était un des imitateurs des grosses têtes. Ça vous parle encore les grosses têtes ? Oui. Bah oui. Je regarde comme ça, je suis pas complètement encore déconnecté des jeunes. Si vous avez connu les grosses têtes, t'avais 5 ans non quand il y avait pas les grosses têtes, je dis n'importe quoi. Mais c'est ce qui me semblait. Les grosses têtes, c'était Bouvard. C'était Bouvard. Les guignols. Non, Les guignols de l'info. Les guignols de l'info. Maintenant, on a les grandes gueules. Non, parce que les grosses têtes, ça existe encore, mais les guignols, ça n'existe plus. Oui, mais j'ai des bons souvenirs des guignols, des bons sketchs quand même. Bon, et ben voilà, le monsieur qui est Thierry Garcia qui joue ce soir sur la scène à 5 après était un des imitateurs, notamment. Bon, voilà. Et non, mais parce qu'à chaque fois je dis notamment du président PS, mais je. Il en fait 60, François 80. François Hollande. François Hollande, ah oui. Okay. Non, mais parce que c'est lui qui a inventé le. Ah oui. Non, ça. Sophie Dias. Écho de ferme, c'est le titre de ce podcast que vous avez décidé de lancer il y a très peu de temps. Alors je te dis vous là parce que tout d'un coup, t'as vu, ça devient très sérieux. Tout d'un coup, oui. Mais c'est parti d'où ? Parce que t'as fait de la radio, t'écoutes, c'est quoi l'idée du podcast ? Pas du tout. En réalité, c'est rigolo. J'écoute quasiment pas de podcast en plus, hein. Donc un peu ironique, mais en fait, c'est parti du constat que je voulais œuvrer davantage. Après les expériences que j'ai eues, j'avais l'impression de pas œuvrer assez, et j'avais vraiment cette conviction d'aller plus loin. Et je sais que j'ai toujours eu un sens du contact assez développé et j'ai toujours eu aussi ce côté très créatif. Et donc, je me suis dit, quel format je vais utiliser, mais je veux rester dans le secteur agricole, je veux pouvoir donner la parole, je veux pouvoir sensibiliser les gens, donc le citoyen lambda, hein, c'est plutôt ça ma cible. Et quel moyen utiliser ? Et je me suis dit, la meilleure façon, au-delà d'en parler que moi, c'est aussi d'aller voir les acteurs agricoles et de leur donner la parole. Et donc, c'est de là que c'est parti le projet. Par pure conviction ou c'est parce que tu montes un projet qui peut être économiquement viable à un moment, parce que tu veux en faire ton job ? Alors, honnêtement, le podcast, c'est par pure conviction. Après, je ne cache pas, si un jour ça me permet d'en vivre, j'en serais totalement heureuse. Si des partenariats se font, si ça me permet de développer d'autres projets à côté sur de la sensibilisation grand public, en école, ou d'intervenir dans des milieux agricoles, je dis, je prends, c'est tout bonus. Mais ce n'est pas le projet initial, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ton activité rémunératrice, elle a un lien avec l'agricole ou pas ? Alors là, non. Aujourd'hui, je suis en création d'entreprise parce que je veux me lancer en tant qu'entrepreneur. Et dans mes offres que je suis en train de construire pour les proposer, je veux travailler dans la transition écologique et l'alimentation durable. Donc en fait, ça consistera à faire des accompagnements au sein d'entreprises à la transition écologique, soit en intervenant auprès des salariés pour leur parler en fait de toute cette question d'alimentation durable, soit avec des ateliers de sensibilisation, des ateliers de cohésion d'équipe. Et donc c'est dans ça en tout cas que je veux m'orienter. Mais concrètement, parce que là pour moi c'est très abstrait là. Enfin c'est du concept. Concrètement dans une entreprise, quel genre d'entreprise et qu'est-ce que tu mettrais en place ? De manière concrète. Entreprises, en fait, toutes les entreprises qui sont ouvertes. Aujourd'hui, les entreprises, dans leur démarche RSE, elles sont plus en plus à même de vouloir sensibiliser les salariés. Et les salariés, d'ailleurs, même dans leur entreprise, sont plus demandeurs. Et donc, mon objectif, ce serait d'intervenir, c'est-à-dire de faire des journées de formation, par exemple, et des ateliers où on pourrait, en fait, discuter et sensibiliser le salarié. Et l'entreprise, en fait, elle a l'habitude de faire intervenir des prestataires extérieurs. Ce serait dans ce cadre-là que j'interviendrais pour pouvoir évoquer ces thématiques là, mais ça pourrait être l'alimentation durable, comme aussi tout ce qui est éco-anxiété ou gestion des déchets, par exemple.
Mais encore une fois, c'est par exemple concrètement, on apprend à faire un compost, on apprend à faire de la sophrologie. Non, ce serait donc alimentation, voilà. ce serait plutôt venir interroger. Non, ce serait plutôt les modes de consommation. Plutôt venir interroger en fait son fonctionnement, voir comment on peut œuvrer au quotidien pour avoir une alimentation qui soit peut-être aussi plus alignée avec tout ce qui est santé, tout ce qui est défi planétaire, et ensuite pouvoir en fait avoir aussi des réflexes pour consommer et acheter autrement en fait. Parce que justement, dans les podcasts bimensuels, il y a une phrase, moi, qui m'a intéressée. Même si je la comprends, j'aimerais bien que vous la développiez. Voilà, encore un vous, fais gaffe. Une belle occasion pour souligner le pouvoir de chaque consommateur dans le développement des modèles agricoles de demain. Oui. Tout à fait. Moi, c'est une de mes convictions. Moi, je suis persuadée qu'en tout cas, nous avons tous un pouvoir qui est au moment de passer à la caisse, de choisir comment en fait on veut œuvrer pour ce qu'on mange, donc pour la planète et donc la filière agricole. Et en fonction de ce qu'on décide d'acheter ou non, c'est une façon de s'engager dans un modèle ou non. Alors bien évidemment, les consommateurs aujourd'hui, c'est pas forcément évident parce qu'ils sont pas sensibilisés. Les étiquettes, ça peut être trompeur. Enfin voilà, il y a tout un marketing derrière, du greenwashing comme on dit. Mais moi, je suis persuadée qu'en fait, on a tous un pouvoir qui est notre carte bancaire, qui est aussi fort qu'un bulletin de vote pour moi, et qui en fait est notre pouvoir pour, du coup, venir promouvoir. Comme disait Coluche, si les gens ne les achetaient pas, les choses ne se vendraient pas. Oui, c'est ça. En fait, on est sur un secteur économique, c'est du business. Donc, si on achète local, on va favoriser le local. Si on achète à l'étranger, et puis vice versa. Donc, je pense que le consommateur a tout à avoir du recul sur ce qu'il achète, en fait. Comment tu te positionnes dans ton podcast Écho de ferme, Sophie, sur le bio et le bio? Parce que le mec à côté de toi, c'est écrit bio et bio, quoi. Mais non, mais parce que non, mais vas-y, dis-moi, réponds à la question et après je t'explique pourquoi je la pose. En fait, tu as une question qui est plus sur quel est mon positionnement par rapport à mon podcast de façon générale. Y compris du coup le bio. Si tu veux te poser tes propres questions, vas-y. Non, mais c'est comme ça que je le conçois. Non, mais parce que ça renvoie en fait à une des particularités que j'essaye de mettre en avant, c'est que dans les interviews que je mène, en tout cas, j'essaye de prendre beaucoup de recul pour vraiment donner la parole à chaque acteur du secteur agricole. Bio, pas bio, conventionnel, permaculture, comme on veut. Mais mon objectif, en fait, parce qu'il y en a des podcasts qui sont très orientés sur l'agroécologie, sur la permaculture. Mais moi, je considère que c'est regarder que regarder avec un prisme de vue et que regarder qu'une facette. Et donc moi, mon objectif, c'est vraiment de regarder tout. Donc, y compris celui qui est en bio, y compris celui qui est en conventionnel. Et si on est pour le bio, pourquoi le conventionnel aujourd'hui n'arrive pas à passer? Pourquoi le bio aujourd'hui c'est compliqué? Parce qu'on voit bien que le bio il a du mal à se développer ces derniers temps avec l'inflation. Sophie, est-ce qu'on pourra retrouver dans tes podcasts d'ici quelques semaines l'interview d'un producteur de poulet qui a un poulailler de 35 000 poules? J'aimerais bien. Ouais. Non, en Tarn-et-Garonne, ça existe. Dans mes objectifs, effectivement, en fait, ce qui, moi, je me perçois aussi dans les interviews, c'est très facile de trouver des gens qui font de la vente directe parce qu'ils sont sur les réseaux, ils ont de la communication. Aller regarder quelqu'un qui travaille avec des coopératives, avec, par exemple, qui fait beaucoup de poulies, qui va directement travailler avec des grandes surfaces ou des intermédiaires, c'est déjà plus difficile à les trouver. Donc là, c'est du contact et le réseau qui va pouvoir aider. Mais moi, oui, je dis oui direct. Au contraire, ça m'intéresse. Je veux comprendre quelle est la démarche derrière et puis la réalité, parce qu'aujourd'hui on mange pas tous du poulet plein air, voilà. Donc il y a aussi cette réalité il y a une demande, il y a un marché, et donc aujourd'hui juste critiquer, pour moi c'est juste très facile. Et donc dans ce podcast, ma ligne directrice, c'est de pouvoir montrer la diversité des productions, viticulteurs, céréaliers, maraîchers, et des modes de production. Qu'est-ce qu'il y a comme tampon sur l'œuf que tu achètes quand tu te fais des omelettes? Moi, je l'achète directement en producteur. Donc, le plus souvent, c'est soit c'est 0, soit c'est 1. Donc, 0, c'est quand c'est bio. Et 1, c'est quand c'est non bio, mais élevé en plein air. Trinque? Parce que ça, c'est une bonne réponse. Mais je connais quand même le piège. Je vais essayer de te la... Mais pas du tout, c'était pas un piège. Ah non, mais je vois quand je vais finir par mourir à la fin. Qu'est-ce qu'il y a comme tu as dit comme cépage là? Alors là, il y a 80% de Viens dans le micro. 80% de Sauvigné gris et 20% de Muscaris.
Sauvigné, alors que moi je connais que le Sauvignon. Muscaris, alors que je connais que le Muscadet. Eh ben, ça demande des explications. Ce sont des dérivés de ces cépages que tu as cités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les variétés résistantes sont juste des variétés issues de fécondation de... Voilà. Et il y a une rectification à mener parce qu'on n'est pas sur des cépages anciens. On n'est pas sur des cépages... j'ai dit une bêtise tout à l'heure quand j'ai dit le vieux... Mais on n'est pas sur des cépages anciens. On est sur des cépages de recherche. Issus de recherche qui sont des croisements donc, entre une variété Vitis vinifera, qui est donc les variétés qu'on va retrouver dans tous les vignobles actuels, qui a donc ces prédispositions organoleptiques à avoir sympa à la dégustation. Et avec d'autres variétés de vignes plus sauvages qu'on ne cultive pas pour faire du raisin ou des raisins de cuve en tout cas, qui ont elles des prédispositions à résister à ces maladies. On n'est pas dans des vieux cépages, on est dans de l'innovation. On est dans de l'innovation, c'est aussi le côté innovant de Wine Impact, tout simplement. D'accord. Bon, on est dans de l'innovation, mais on n'est pas dans du transgénique. On n'est pas dans du transgénique. C'est comme je disais, c'est de la fécondation, c'est de l'hybridation, c'est de la fécondation tout simple. C'est-à-dire qu'on va prendre la vigne est une plante hermaphrodite, donc elle est femelle et mâle. On va juste frotter les étamines entre elles et puis castrer le mâle et la partie femelle. Et on va regarder les variétés qui. Il y a une confusion du genre dans la vigne, c'est bizarre. J'ai bien compris, mais alors du coup, là où les vignerons souvent vont faire des vins avec différents cépages, avec dans l'idée d'avoir des vins qui ont un certain goût, plus qu'on va marier avec un autre cépage qui a un autre goût, etc. Vous, votre truc, c'est pas les qualités organoleptiques du cépage, c'est plus ses qualités de résistance quant à la... Alors, la qualité organoleptique est primordiale, parce que si on faisait un vin qui est pas bon, personne ne l'achèterait. Je rejoins ce que dit Sophie, le marché, c'est quand même important. Il y a la réalité économique derrière, mais il y a aussi derrière la réalité environnementale. Et comme je disais tout à l'heure, avec les enjeux qu'il y a de transition, l'important, c'est de pouvoir avoir une variété de vignes qui est plus facilement cultivable. Et donc c'est à cet enjeu-là que répond aussi le cépage résistant. Au risque de me répéter, ce sont des variétés qui permettent d'avoir moins de passages de tracteurs, donc moins de traitements, moins d'émissions de carbone, etc., etc. Le marché, il est où ? Alors, il est un petit peu inexistant actuellement parce que ce sont réellement des variétés qui sont commercialisées depuis très peu de temps. C'est aussi pour ça qu'on en trouve très peu sur le marché, parce qu'aucun producteur traditionnel n'arrive à valoriser ces cépages résistants. Quelques-uns en ont quelques hectares par-ci par-là dans leur propriété, mais comme c'est pas inscrit au cahier des charges des appellations, on ne peut pas le valoriser. Donc le marché, il est un petit peu inconnu chez les consommateurs qui ont cette sensibilité pour l'impact environnemental de leur consommation, et c'est aussi à ces personnes-là qu'on s'adresse avec un petit peu cet argument-là, puisque c'est ce positionnement et cet argument-là qu'on a trouvé pour valoriser ces produits et essayer de démocratiser au plus les cépages résistants. Donc finalement, tu te positionnes pour le consommateur, pour permettre aux viticulteurs de changer ses habitudes. Exactement. Disons que ma mission, c'est un bien grand mot, mais notre objectif, c'est de démocratiser ces cépages le plus possible auprès des consommateurs pour qu'il y ait une demande qui croît et que le vigneron, enfin toute la filière, pas que le vigneron, voit ces débouchés-là et plante de plus en plus de cépages résistants, parce que selon moi, c'est un petit peu l'avenir de la viticulture. En fait, là, on en parle comme une variété nouvelle et d'une innovation, mais on a parlé du phylloxéra tout à l'heure, qui a ravagé la vigne, le paysage viticole français. L'innovation qui a permis à la filière française dans le monde en général de survivre, c'est une hybridation avec des variétés américaines qui, elles, résistaient des innovations au siècle. Voilà. Les cépages qu'on boit aujourd'hui, donc c'est le même principe. Mais quand je disais où est le marché, il est chez le caviste, il est au supermarché, parce qu'il y a toute une filière à mettre en place, parce que non seulement il y a ce cépage innovant et résistant, mais il y a aussi la bouteille qu'on ramène. Et on la ramène où ? Et qui c'est qui vient la chercher ? Et qui c'est qui la nettoie ? Et qui c'est qui remet du vin dedans ? Il y a tout un tas d'acteurs économiques qui sont en train de se mettre en place. Pour la distribution, ça reste encore des acteurs classiques, donc des cavistes, des distributeurs spécialisés.
pour la récupération des bouteilles, leur transport et le réemploi. Donc sur tout le territoire français, il y a des acteurs du lavage qui se sont mis en place un petit peu indépendamment, mais qui maintenant sont tous alliés autour du réseau associatif qu'on appelle France Consigne. Donc nous, en Occitanie, on va avoir Consigne Up ou Hoc Consigne qui est à Montpellier. Ces acteurs s'occupent en fait de faire déjà toute on va dire, la sensibilisation auprès des distributeurs type supermarché, cavistes, pour les convaincre de devenir point de collecte, de la récupération de ces bouteilles, on va dire, usagées, du lavage et de la commercialisation. Donc il y a tout un tissu économique qui est en train de se créer actuellement. Qui commence à exister. Oui, non, mais c'est pour tout le monde doit y mettre un petit peu de bonne volonté parce que c'est encore fragile et donc toi tu te dis tiens, toi t'es une toute jeune entreprise qui va finalement intégrer un système qui est tout jeune aussi. Nous-mêmes, quand je dis il faut faire preuve de bonne volonté, on commence à être distribué chez des distributeurs qui ne sont pas affiliés à France Consigne, c'est-à-dire que l'acteur de réemploi de lavage ne passe pas chez eux. Bon, mais c'est pas grave, quand on livre, on récupère les bouteilles, on va les livrer chez l'acteur du réemploi pour... c'est toi qui fais la récupération. Pas partout, mais pour essayer de convaincre les distributeurs. Quand tu vas livrer le petit Léonard, qui est en centre-ville de Montauban, je pense à lui, parce que maintenant il a une très belle terrasse. Oui, très belle terrasse. Le consommateur, comment il sait qu'il peut rapporter la bouteille? C'est écrit sur l'étiquette. Voilà. Ah d'accord. Rapportez-moi... Et le commerçant consigne la bouteille, donc il y a un intérêt à la rapporter, puis tu récupères ton petit euro de consigne. Et si tu veux savoir tout sur cette consigne, tu tapes hoc-consigne.fr. Ou France Consigne, pour avoir tout... je sais pas, moi je lis ce qu'il y a écrit sur l'étiquette. Roman, je viens compléter. Roman, ne m'embrouille pas. Roman Tournier, Wine Impact est avec nous. Il nous fait déguster bio, un blanc, un rosé. On va déguster un rouge dans quelques instants. Sophie Dias, le podcast Écho de Ferme, est avec nous également. Elle nous fait déguster les savoureux fromages de chez Mathilde. C'est délicieux. On embrasse Mathilde au passage. Il nous reste à déguster les fromages de... La ferme de Laura. La ferme de Nègrepelisse. Comment s'appelle la ferme? La ferme de Laura. De Laura. C'est la sœur. Oui. Et Aurélien est à la technique. On revient dans un instant. CFM. Vos infos. Bonsoir à tous. L'émotion toujours aussi forte à Annecy au lendemain de l'attaque au couteau qui a blessé 4 enfants. Vous entendrez au début de ce journal Emmanuel Macron venu remercier les témoins qui se sont interposés au moment de l'attaque. On s'intéressera également aux questions que soulève ce drame. La droite réclame des mesures contre l'immigration. Et puis on parlera rugby avec la première demi-finale du Top 14. Ce soir, Toulouse affronte le Racing. Il est venu les remercier en personne. Emmanuel Macron était à la préfecture d'Annecy cet après-midi pour remercier l'intervention rapide des témoins, ceux qui ont permis de faire fuir l'homme qui a poignardé 6 personnes hier, dont 4 enfants, dans un parc de la ville. Le chef de l'État a exprimé sa fierté. Écoutez. Je voulais aujourd'hui, avec beaucoup de gratitude devant tous vos élus, vous dire les remerciements de la nation pour ce que vous avez fait. Ces remerciements ne sont pas les remerciements d'un jour, mais ils sont aussi les remerciements d'un moment très particulier. Et à ces mots de gratitude, je voudrais conclure en ajoutant des mots de fierté. En tant que président de la République, je suis très fier de vous, très fier de ce qui a été fait par des compatriotes qui simplement étaient là, et très fier de la place et du rôle que chacun a pris, le vôtre et donc le nôtre. Vous avez fait votre devoir, mais en faisant chacune et chacun votre devoir, vous avez fait beaucoup plus. Emmanuel Macron qui a transmis des nouvelles positives concernant l'état de santé des 4 enfants blessés. Parmi les jeunes victimes, la fillette néerlandaise est hors de danger, selon le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. Et concernant l'enquête, la garde à vue du suspect a été prolongée. Il ne peut toujours pas être interrogé en raison de son état. Il sera présenté à un juge demain. On ne connaît pas encore les motivations qui ont poussé ce Syrien à commettre cette attaque au couteau. Et depuis un peu plus de 24 heures, ce drame a en tout cas suscité de nombreuses réactions politiques. Les Républicains et le Rassemblement national dénoncent des failles dans la politique migratoire. Marine Le Pen et Éric Ciotti appellent à reprendre la souveraineté et à ne plus se soumettre aux règles de l'UE. Des propositions très compliquées à mettre en œuvre, selon Tania Rachaud, docteur en droit européen. L'Union européenne encadre toute la réglementation autour des procédures d'asile et la Convention européenne des droits de l'homme, on va dire, complète sur le terrain de la protection des droits. Donc dans l'ensemble, effectivement, il faudrait en fait sortir de tout, comme le Royaume-Uni un peu, pour revenir à une totale maîtrise nationale, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maîtrise et pas de participation de la France au niveau européen. En ce moment, il y a un pacte de l'asile et de l'immigration
l'immigration qui est débattu par les institutions de l'Union européenne et sur lequel on n'entend pas trop les partis politiques se positionner, alors que justement les règles d'asile sont débattues. Donc la France a tout à fait son mot à dire dans ce débat qui a lieu. Autre conséquence de cette affaire, à Lyon, la préfecture a saisi le parquet après une pancarte apposée sur les grilles d'un parc, pancarte installée par un groupuscule d'extrême droite, indiquant la fermeture du lieu à cause de la présence de migrants. Cet appel à la haine est intolérable, a réagi le groupe municipal socialiste. Également dans l'actualité, Alexandre Benalla évoque des erreurs de jeunesse. L'ex-chargé de mission de l'Élysée est jugé en appel à partir d'aujourd'hui. Il repasse devant la justice pour son implication dans les violences du 1er mai 2018, accusé d'avoir brutalisé un couple sur la place de la Contrescarpe dans le 5e arrondissement de Paris. Une bonne nouvelle pour le portefeuille des Français. Selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, les prix de centaines de produits alimentaires baisseront dès le mois prochain. 75 grands industriels de l'agroalimentaire s'y sont engagés. Parmi les produits concernés, les pâtes, la volaille, les céréales ou encore les huiles. Bruno Le Maire prévient, ceux qui ne joueront pas le jeu et ne baisseront pas les prix seront sanctionnés. On passe au sport, le tennis à Roland-Garros, c'est les demi-finales hommes. En ce moment, le choc entre Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, et Novak Djokovic, numéro 3. Ensuite, le Norvégien Casper Ruud affrontera l'Allemand Alexander Zverev. Et puis en rugby, première demi-finale du top 14 ce soir à Saint-Sébastien. Le Stade Toulousain, leader de la phase régulière, affronte le Racing 92. Des Franciliens vainqueurs du Stade français en barrage le week-end dernier. Malgré la victoire et la qualification, la mêlée du Racing a suscité quelques interrogations. Leur manager, Laurent Travers, a d'ailleurs répondu à ce sujet en conférence de presse. Écoutez. D'une semaine sur l'autre, tout est remis en question et c'est pas parce que vous avez été performant une semaine que vous l'êtes la semaine d'après et c'est pas parce que vous avez 14 ou 15 minutes où vous passez à côté que ça y est, à partir de là, tout est remis en cause. J'espère qu'une chose, c'est que les joueurs vont avoir à cœur de faire ce qu'il faut et c'est pas de dire on prend une revanche sur quoi que ce soit, non, parce que les revanches c'est fini. Ce qui est important, c'est de répondre nos présences sur les 80 minutes que vous avez d'offertes pour pouvoir justement bien figurer, mais aussi avoir la possibilité de pouvoir avoir un match de plus au Stade de France. Toulouse Racing, c'est à partir de 21h05 ce soir. Demain, la seconde demi-finale opposera La Rochelle à l'Union Bordeaux-Bègles. Et puis Météo France place 2 départements du Sud en vigilance orange pour orage et pluie inondation, l'Hérault et le Gard. Les forts cumuls de cet après-midi pourraient se poursuivre la nuit prochaine. Voilà pour l'actualité, bonne soirée à tous. CFM Radio. Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Dans la suite. Ah oui, pardon. Qu'est-ce qu'il est bon ce canon. Oh là là. Ça fait péter le rouge. Eh ben oui, regarde, on attaque le bio rouge de chez Jean Tournier. Enfin non, la cuvée Jean Tournier, hommage au grand-père de Roman Tournier de Wine Impact, jeune entreprise innovante qui réalise des vins à partir de cépages résistants, merci. Et donc dans des bouteilles aussi, surtout aussi consigné. Avec lui dans nos studios, Sophie Dias, jeune podcasteuse. Ça s'appelle Écho de ferme. Elle part à la rencontre des agriculteurs de la région. Alors pour le moment du département, elle est partie à la rencontre de Mathilde, qui est éleveuse de chèvres et qui fabrique des fromages de chèvres qu'elle vend sur les marchés à Montauban le samedi matin, à Nègrepelisse le mardi. Et qui le fait avec une certaine philosophie de vie. Tu nous en parleras dans un instant, Sophie. On a toujours avec nous autour de la table Anne Lasserre, avec Anne Lasserre, les bons tuyaux aujourd'hui, hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Philippe qui est remonté contre le ministre de l'Agriculture. Contre les politiques en général, mais bon, quand ils disent des bêtises, c'est bien de le souligner et de le rappeler. Et on pourrait peut-être commencer par ça. Voilà. Alors, Monsieur Fresneau, qui à l'Assemblée nationale nous dit qu'il sait dire du bien des pesticides. Bon, mais très bien. Il active aussi par là même les clivages, quoi. Et on n'a pas besoin de ça en agriculture. C'est ce que Est-ce que tu peux, pour ceux qui n'ont pas vu cet épisode, moi j'ai complètement raté l'épisode. Non, ça a tourné sur les réseaux. Bon, évidemment que ça n'a pas tourné sur les médias mainstream, mais ça a tourné sur les réseaux. Il est interviewé par Vatica, qui est un nouveau média que pousse Hugo Clément, que vous connaissez certainement. Bon, bref. Une fille qui est là et qui lui pose la question
quel est son point de vue sur une étude qui vient de sortir du CNRS qui prouve que la disparition des insectes et la disparition des oiseaux est due à l'agriculture intensive et donc à l'utilisation des pesticides. Excessive des pesticides. Et évidemment, là, il part sur une digression, il s'échappe. Et la caméra le suit, le micro le suit aussi. Puis là, il va voir une collègue à lui, il lui dit, t'as vu, j'ai dit du bien des pesticides. Bon, voilà. Donc, effectivement, ça a buzzé très rapidement. Mais bon, de la part d'un ministre, c'est pas très... on en pense ce qu'on veut, après, du point de vue de l'utilisation ou pas des pesticides. Mais d'un point de vue d'un ministre, ça pose un problème. Ça pose un problème, encore une fois, d'activation de clivage entre les gens qui ne veulent plus entendre parler de pesticides et puis des agriculteurs qui en utilisent aussi. Et moi, je vais revenir un peu... Oui, mais attends, il y a autre chose aussi. Le média de Vaquita, du Hugo Clément... Il a une ligne éditoriale. Il a une ligne éditoriale qu'on cautionne ou qu'on ne cautionne pas, mais qui est très clivant et qui fait le buzz sans arrêt pour des petits détails comme ça. Oui, mais il parle d'une étude du CNRS. Oui, il parle d'une étude du CNRS, mais c'est la spécialité du que le ministre Hugo Clément de faire ce genre de sortie. Quoi. Oui, non, mais ça c'est son boulot de faire ça. Ouais. Non, en parlant d'une étude du CNRS que le ministre discrédite. Je peux pas l'encadrer en fait. Mais oui, mais tu peux pas, parce que t'es pas écolo. C'est pas que je suis pas écolo, attends. Oui, mais bon, tu si tu veux, c'est trop facile. C'est l'adhérente FNSEA de service. Mais pas du tout. Et elle y va dans leurs actuels, donc tout va bien. Voilà, mais... je te rassure, Émilie, je suis pas à gauche et je ne suis pas pro-ministre. Par contre, le ministre... Est-ce que tu peux laisser notre petit frère des pauvres finir sa chronique? Oui, voilà. Non, c'est pas une chronique, c'est juste une petite réflexion autour d'un ministre qui n'est pas capable qui déjà discrédite une étude du CNRS. Bon, je veux bien, mais le CNRS, c'est quand même des chercheurs. On n'a pas à remettre en question leur travail, ou alors on remet en question le travail de tout le monde. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il active lui aussi des clivages, alors qu'il aurait plutôt été là pour effectivement faire un constat et dire qu'il y a peut-être des choses à faire, et construire des choses, et construire des passerelles. Et c'est là où je vais revenir sur ton travail, Sophie. Donc, moi, je trouve tu voulais être éthologue, et tu deviens ethnologue, finalement. Oui, c'est ça, complètement. Oui, tu regardes un peu le monde agricole, etc., et tu essaies de donner toutes les facettes. Tu te leur donnes une voix. Et ça, je trouve ça très important parce qu'effectivement, le monde agricole est cornérisé depuis des années. On a des ministres les plus incompétents les uns que les autres, plus corrompus les uns que les autres, et qui font effectivement pas le boulot. Et ça, on le voit clairement, que ce soit... on parlait des reprises agricoles aujourd'hui. Aujourd'hui, la jeunesse... il y a peu de jeunes qui reprennent le monde agricole. Le monde agricole est en déclin. Et... là, Émilie, j'abondais dans ton sens, le monde agricole dans sa majorité subit un bashing permanent. Complètement. Oui. Voilà. Mais pour tout un tas de raisons, pas que pour l'utilisation des pesticides, pour d'autres raisons, l'eau, beaucoup de raisons. Et ce travail d'ethnologue, moi je trouve que ça c'est exemplaire parce que ça permet à tout un chacun de mieux connaître le monde agricole, parce qu'il y a le côté folklorique de TF1 qui nous montre les poules et les lapins dans la basse-cour, mais c'est pas ça que tu fais, tu vas beaucoup plus loin, parce que tes podcasts abordent aussi l'aspect économique. Oui. Dans ton podcast, Rémi, tu disais tout à l'heure est-ce qu'elle parlerait d'un élevage industriel, mais le podcast que tu as fait avec deux jeunes femmes qui sont à Albias, tu parles du monde... La ferme d'Écrites. La ferme d'Écrites était une ferme qui était très engagée. Le père faisait de l'élevage industriel. Effectivement, il y avait de l'élevage industriel avec la vente des poulets ensuite en coopérative, et que ensuite les filles, quand elles ont repris, elles ont vraiment voulu, de par conviction et parce qu'elles avaient leur vision sur l'avenir, d'avoir un élevage plus durable, et du coup elles sont passées par un élevage plein air, mais pas d'un coup, elles y sont passées en 5 ans, il me semble, le temps effectivement de se faire aussi, il y a la trésorerie au quotidien à prendre en compte, et du coup de pouvoir développer leur atelier, et du coup aujourd'hui il n'y a plus du coup de poulet industriel et elles font du poulet plein air. Donc tu as aussi évoqué l'histoire de cette famille, qui est une réalité. Voilà. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui le plus important, plutôt que d'activer les clivages, que ce soit Vaquita ou que ce soit le ministre, mais c'est pareil. Oui, complètement. Je suis d'accord avec toi, complètement. C'est effectivement de les mettre en avant et puis de rappeler éternellement que toute civilisation, toute société, toute civilisation même, se construit sur l'agriculture. C'est-à-dire sans agriculture, il n'y a pas de civilisation, de fait. Et toutes les civilisations qui ont sombré, c'est parce que l'agriculture a sombré. La Mésopotamie, par exemple, qui est devenue un désert pour des raisons de pratiques agricoles, ce que sera l'Espagne dans quelques années, et ce que nous risquons de vivre ici, dans quelques années, si effectivement votre génération ne fait pas le boulot. Nous, on ne l'a pas fait. En tout cas, c'est devenu, effectivement, en France, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, peut-être le premier sujet
sujet clivant. Oui. Quand on parle aujourd'hui d'agriculture, on parle de pesticides, on parle de superbassines, on parle de bio contre les non-bio, on parle de FNSEA contre Confédération paysanne. On parle toujours d'un côté contre l'autre et de façon effectivement très radicale. Alors que dans la réalité, c'est pas si radical. Dans la réalité, c'est pas si radical, mais c'est peut-être nos politiques qui jouent un peu de ça. Donc il est Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Ah, vous vous attendiez pas à ce que dans la troisième demi-heure, ça s'échauffe un peu cette émission, Sophie, Roman. Non, ça va très bien. Ça va, tout va bien. Vous êtes à votre aise? Ouais, en même temps, t'as vu, il nous manque un peu la clim dans ce studio. C'est pas écolo, ça, le dire, il manque la clim. On est bio. On est sur un vin bio dans une bouteille consignée. Et on boit du rouge là, pour le coup. C'est Wine Impact qui fait ça. Wine Impact, c'est Roman Tournier. Alors justement... Attends, juste une seconde. Je voudrais qu'on déguste le rouge. Alors, je sais pas où vous en êtes, vous. Mais il faut basculer, les gars, là. C'est une émission de radio non plus, là. Hein. Et que tu me dises ce qu'il y a dedans. Alors là, on est sur donc un bio rouge avec un assemblage de 2 cépages. Le Cabernet Jura, donc, qui est tout simplement un dérivé du Cabernet Franc, un cépage qui vient plutôt de la vallée de la Loire. Et le Monarque, donc le Monarque de tout à l'heure, du rosé. Le Monarque de tout à l'heure, mais vinifié différemment. Vinification traditionnelle rouge, macération en cuve inox. Donc voilà. D'ailleurs, on n'a pas demandé tout à l'heure si c'était un rosé de saignée ou... Non, c'est un rosé de pressurage direct. Tu as pu le voir avec la couleur qui est quand même assez claire. C'est difficile d'avoir des rosés de saignée avec cette teinte très claire parce que la saignée donne quand même pas mal de couleurs. D'accord. Roman, toi dans Wine Impact, tu m'as confié que tu avais fait toutes les études mais que tu n'avais pas le titre d'œnologue parce qu'à un moment, tu t'es... routé plus vers la partie commerciale et la partie entreprise, c'est ça ? Alors en fait, j'ai commencé par la partie commerciale, c'est-à-dire que par attrait personnel pour les métiers du commerce, j'ai fait des études de commerce et marketing du vin à Toulouse, une licence très précisément. Et à l'issue de cette licence, plutôt que poursuivre sur des études commerciales, j'ai eu envie... par forcément conviction et un petit peu expérience personnelle avec la famille, de connaître vraiment le cycle de production du produit. J'étais aussi baigné dans ce milieu-là par ma famille. Depuis 14 ans, je travaillais dans les vignes. Donc j'ai fait les vendanges. Ah oui, les vendanges, même tous mes travaux d'été, c'était dans les vignes familiales. Et donc j'ai dans décidé, le fronton, hein, dans le frontonnet, au domaine Plaisance, Pénavert. D'accord. Donc, bonne école quand même. Bonne école. Mais donc il exploitait les vignes familiales que mon grand-père et mon père ont plantées. Et donc je suis parti vers un master viticulture-œnologie à l'ESA, beaucoup plus orienté production. Et à l'issue de ces études-là, je suis parti faire des vinifications, donc toujours en production, en France et à l'étranger, en Nouvelle-Zélande, pour parfaire un petit peu ma connaissance, mais aussi pour voyager et m'amuser un petit peu. Et aller voir les matchs de rugby ? Et non, c'était le Covid. Très grosse déception. Ah oui. J'avais prévu de voir un match, il y avait All Black Écosse, non, Pays de Galles qui était prévu normalement. Dommage. Ouais. Vous êtes bien sur CFM Radio, c'est Roman Tournier que vous êtes en train d'écouter de Wine Impact, donc qui, avec son entreprise, comme son nom l'indique, désire avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. C'est un peu le prolongement, moi ça m'intéresse de vous avoir tous les deux côte à côte parce que vous êtes jeunes, vous avez cette envie aussi d'avoir un avenir moins impactant pour la planète. C'est ce qu'on retrouve aussi dans Écho de ferme de Sophie Dias. Et on a le contre-exemple absolu dans la chronique que va nous présenter Émilie maintenant, puisque là, en termes d'impact, je crois qu'on a atteint des sommets incommensurables avec cette info qui vous a peut-être échappé, mais on a détruit des menhirs millénaires pour pouvoir construire un magasin de bricolage. Non mais c'est Joe la bricole. Quoi. Ah, voilà. ça se passe. Attends. Tout ça se passe dans la charmante commune de Carnac, qui est connue pour ses alignements de pierres relevées qui datent du néolithique.
Alors la signification, pour ceux qui ne connaissent pas trop, la signification de ces pierres relevées, c'est tout simplement des alignements de menhirs sur plusieurs kilomètres. Alors, on pense que ça signifie un ancien cimetière gaulois. Les pierres relevées étaient justement placées là pour honorer les morts. Les grosses pierres, c'était pour les gens riches. Les pierres plus petites, pour les gens plus modestes. Alors, il y a d'autres mythes aussi qui seraient liés à une armée pétrifiée de Jules César. Quoi qu'il en soit, et de toute évidence, ces pierres sont les gardiennes d'un secret ou d'un trésor reposant sous leurs pieds. Mais depuis le 19e siècle, il y a un intérêt pour ces pierres relevées. Et vraiment, soit dans l'art, soit dans l'histoire, on montre beaucoup d'intérêt. Mais en 2022, en août, l'année dernière, un permis de construire a été déposé à proximité d'un de ces sites. Alors, pourquoi faire ? Vous allez me dire peut-être un musée, un mémorial, mais non, un monsieur bricolage. Pas me citer. Ah, bah si, quand même. Si, là, tu peux. Là. Alors, c'est un chercheur de Carnac qui a soulevé le lièvre, un monsieur spécialisé dans les populations du néolithique, qui lance l'alerte. Alors, en 2015, un archéologue répertorie auprès de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, une petite file de menhirs pris dans un mur. Et voilà toute la problématique. Est-ce que c'est le mur qui a été construit sur les menhirs préexistants ou est-ce que c'est les menhirs qui ont été déplacés pour construire le mur ? Ah ah ! C'est là où le bas blesse, parce que pour justifier le permis de construire, on parle de l'ancienneté de l'édifice. Ça remonte au néolithique, je rappelle. Quoi qu'il en soit, ce qui a été détruit, c'est ces petites files, ces 2 petites files de stèles de granit qui se déploient à peu près sur 50 mètres de long, qu'on a passé dans une machine à concasser. Car c'est bien connu, le menhir concassé est très efficace pour éviter les nids de poules sur les routes. Surtout lorsque ces routes mènent à des monsieur bricolage. Oh, c'est très bon. C'est dramatique. Et tout le monde parle d'une boulette administrative. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait... Voilà. Ah ouais. La boulette administrative, elle a bon dos depuis quelque temps. Oui. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais... Mais non, mais voilà. Après, tu vois, il y a d'autres actualités en ce moment. On parle beaucoup des maires qui sont agressés Et à un moment, quand un maire prend une décision comme ça, de dire dans un PLU, ouais, ben vas-y, mon gars, construis ton D'autant plus truc là. Il peut avoir des réactions violentes en face de lui. D'autant plus que le permis a été refusé une première fois à la même entreprise pour le même édifice. Ouais. Donc. C'est peut-être que le bâtiment aura la forme. Qu'est-ce qu'on déguste comme tu dis? En plus, le bâtiment, l'emprise au sol du bâtiment n'impacte pas vraiment le petit muret. Ils l'ont détruit pour en fait faire le terrassement, quoi. Quel avenir pour Écho de ferme, le podcast de Sophie Dias? Donc un rythme régulier d'une rencontre toutes les 2 semaines, c'est ça l'histoire? Mardi toutes les 2 semaines, donc là il y a un prochain épisode qui sort mardi prochain et ensuite tous les mardis, toutes les 2 semaines il y a un nouvel épisode. Moi mon objectif c'est de continuer jusqu'à la fin de l'année, de rester dans le Tarn-et-Garonne et dans la région Occitanie. J'ai un épisode que j'ai fait quasiment bordure région PACA, région Occitanie dans une entreprise ultra innovante qui s'appelle Futura Gaia, que je vais sortir à la fin du mois. Et donc là, c'est un autre type, c'est un autre concept. Là, c'est des fraisiers, c'est du basilic, c'est des salades qui poussent dans des turbines rotatives géantes sous LED qui ne voient pas la lumière du jour. Donc, on est pour ou on est contre, peu importe. En tout cas, c'est ce qui existe et ce qui développe. Surtout qu'ils ont levé 11 millions d'euros par des investisseurs récemment pour créer une ferme de commercialisation de leur système qui viendrait en fait commercialiser auprès d'agriculteurs pour avoir des revenus complémentaires. Et donc, voilà, mon but, c'est à chaque fois de pouvoir apporter toujours une valeur ajoutée et de montrer en fait ce qui existe, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou contre, mais en tout cas la réalité du terrain. Et après, chaque consommateur fait sa propre opinion. Comment, dans les rouages techniques, comment tu
tu prends contact avec les gens? Est-ce que c'est des gens que tu croises comme ça sur le marché? Est-ce que c'est le copain du copain, le cousin de la cousine? Alors très souvent, il y a des noms qui reviennent. J'ai travaillé juste avant ma dernière expérience. J'étais salariée co-gérante dans une ferme à Verlaguet, où déjà j'avais beaucoup de contacts parce que je faisais de la vente directe dans un magasin de producteurs. Et donc, j'avais des contacts par ce biais-là. Et ensuite, c'est du bouche à oreille et de la prospection. Internet est là. Puis l'objectif, c'est de toujours aussi de s'inspirer du réseau agricole et agronome aussi, pour pouvoir en fait avoir des contacts et ensuite pouvoir interviewer. Après, les gens sont plutôt ouverts. J'ai eu certains agriculteurs qui m'ont dit c'est toujours la peur d'oser parler et des répercussions qu'ils peuvent avoir sur leur activité, mais sinon la plupart sont au contraire honorés qu'on leur donne la parole, parce que c'est pas forcément un secteur à qui on le leur donne. Ils répondent volontiers à toutes les questions posées? Ouais, non, la plupart, il y a jamais eu de question qui a posé problème. Après, je suis pas là pour venir titiller. Non plus, t'as vu? Voilà, non, à peine. Non, mais ils sont pas là. Voilà, je suis pas là pour les mettre à défaut. Donc, ils évoquent ce qu'ils veulent. S'ils veulent pas, après, il n'y a pas de problème. Je peux enlever des questions qui peuvent être gênantes. Jusqu'à maintenant, j'en ai jamais eu l'occasion. Et le but, c'est de parler, d'avoir un franc-parler avec authenticité. Donc non, pour le moment, je n'ai pas eu encore ce cas de figure, en tout cas. Et Roman, pour Wine Impact, quel est l'avenir? 5 ans. Dans 5 ans, Wine Impact International. On dirait un entretien d'embauche tout d'un coup. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? L'avenir est un peu trouble, mais j'espère au moins s'être développé pour avoir au moins présenter les cépages résistants, leur fait connaître le plus de monde possible. Et ce que j'espère de tout cœur, c'est également pouvoir faire des vins, on va dire, un peu plus premium, puisque là, on l'a pas dit, mais ces vins sont positionnés, on va dire, un peu plus accessibles, en dessous de 10 € à prix consommateur. Mais je veux montrer aussi que c'est possible de faire des vins, on va dire, de gastronomie, issus de cépages résistants. Parce que c'est un vrai... comment dire ? Ton entreprise, elle n'est pas uniquement vers les bouteilles recyclées, elle n'est pas uniquement vers les cépages innovants, elle est aussi, il faut développer toute une filière, il faut aller convaincre les vignerons de faire ça, il faut convaincre les distributeurs de prendre ça, enfin Alors, convaincre les vignerons, ça va dire que c'est la partie la plus simple, puisque eux-mêmes sont convaincus, parce que comme je disais, c'est beaucoup plus simple de cultiver une vigne issue de cépages résistants qu'une vigne traditionnelle. Quand tu leur parles de rendement, les vignerons, ils comprennent vite. Effectivement, voilà. Mais le problème, c'est les débouchés, puisque comme je disais, ils n'arrivent pas à les valoriser, mais il y a effectivement tout un discours à porter, et on va dire une évangélisation de la filière. C'est ton job, ça? Qui c'est qui fait ça chez Wine Impact? C'est moi, c'est lorsque on contacte des gens comme Léonard ou Philippe, on leur présente qu'est-ce qu'un cépage résistant. Non mais d'accord, mais les vignerons, eux. C'est moi qui les contacte aussi. Ouais. De toute façon, quand on se lance, on est un peu tout seul, on fait tout. Donc, c'est moi qui les ai contactés de par, on va dire, mes connaissances dans le milieu et mes études. On passe des coups de téléphone, on nous donne les contacts, on va sur place, on déguste sur cuve, on isole les échantillons et... Et est-ce que les mentalités sont dures à changer? Parce que là, la question qui vient, est-ce que finalement, on ne va pas perdre une partie du terroir au profit de l'écologie? Alors, qu'est-ce que le terroir? Non, mais je pose la question. Des cépages, en stars, des sauvignons, tu vois, est-ce qu'on va pas vers une perte de... Effectivement, alors je parlerai pas d'une perte, mais je parlerai d'une évolution, parce que de toute façon, au vu du réchauffement climatique et l'adaptation du cycle végétatif de la plante n'est pas assez rapide pour répondre à ces changements un petit peu dramatiques. Donc, bien sûr, j'espère pas que d'ici 15 ans, toute la surface viticole soit remplacée par des cépages résistants, mais il faut s'adapter. Et puis de toute façon, les producteurs sont en train de s'adapter en modifiant la localisation de leurs parcelles, en les mettant plus en altitude, en les sortant de certaines zones qui sont beaucoup plus gélives, parce que maintenant, ils perdent quasiment une année sur deux toute leur production. Ça veut dire quoi, gélive?
Il y a du Enfin, gel. le gel. Le gel par sa Mais production. l'histoire du vin au travers des siècles, c'est une histoire d'évolution. Quand on parle le vin que faisaient les Romains, c'est un mélange de baies, c'est pas que du raisin. D'ailleurs, c'était pas rouge comme ça. Oui, voilà. Le phylloxéra a changé complètement la typologie des vins et on est passé effectivement. Après, le marketing a fait la différence avec le Sauvignon, le Merlot, etc. Mais non, mais c'est vrai, c'est des conneries tout ça parce que in fine, le premier écologiste, c'est le vigneron parce qu'il s'adapte à son milieu de base. Il ne cherche pas des théories fumeuses. Je croyais que c'était les chasseurs, moi, les premiers écologistes. Ben, on aurait besoin de chasseurs, nous, si vous en avez quelques-uns dans l'adresse, il y a trop de gibier. Il y a trop de gibier. Ouais. Monsieur, dame, on arrive au bout de ce qu'est-ce qu'on déguste. Vous savez, qu'est-ce qu'on déguste, c'est un peu comme une famille à la fin du repas. Il faut savoir se quitter en se donnant rendez-vous au prochain dimanche. Et nous, ça sera le prochain dans 15 jours. Anne, un petit tuyau rapidos. Alors, donc, il y aura le 16 juin à Nécropolis, à la Cigale, dans la Fourmilière, 1150 chemin de Castanède, un concert punk rock auquel participe... Ça te va bien d'annoncer ça. J'adore. Je sais pas pourquoi. Auquel participe Pierrick Houbard, qui m'a dit connaître Rémi et dont tu as parlé tout à l'heure. Parce qu'il avait la belle province dans le quartier Ville-Nouvelle, dans le grand rue Ville-Nouvelle, à un moment, qui était un petit resto qu'il a tenu et dans lequel il faisait des ateliers d'écriture, parce qu'il écrit aussi quelques bouquins. Et ben, ça me fait plaisir. C'est où ? À Nécropolis, à la Cigale, dans la Fourmilière. Il se passe plein de trucs à Nègre en ce moment. 16 juin. C'est pas madame la conseillère municipale qui me contredira. Ah oui, alors je vais faire le truc pour la fête du feu. Ouais, il y a un village concurrent qui s'appelle Bruniquel. Voilà, donc ta fête du feu, tu te la mets où tu veux. Et nous avons, la fête de la saucisse, d'accord. Et cette année sera organisé le concours du plus gros mangeur de saucisses. Les inscriptions sont ouvertes. 10 kilos de saucisses à gagner. Non, c'est pas très je pose les caméras, ce sera en direct live pour tout le monde. Incroyable. Voilà, et puis Négropolis, le jour ils égaleront Bruniquel, ils nous appelleront. Donc, très vite. Donc, le 24 et le 25 juin, il y a la fête du feu, avec du feu et de la terre, avec des artisans forgerons, des céramistes, au château, à Négropolis. Ah, ben enfin un truc qui sert à quelque chose. Enfin, le château, le château sert à quelque chose. Oui, c'est ça, ce que je voulais dire. On est le vendredi 9 juin, ce soir, demain et depuis hier soir, c'est les 50 ans du fort. Le fort, c'est un endroit à Montauban où vous avez un foyer des jeunes travailleurs, une maison de retraite, un restaurant, des salles de concert, des salles d'exposition, des salles de conférences. C'est à 2 pas d'ici. Et ce soir, il y a Bazar Bellamy, Jimmy Arnaud, Prad qui y jouent. On va aller y faire un saut tout à l'heure pour boire des coups. Et puis voilà. Merci beaucoup, Sophie Dias. Ravi de te rencontrer. On encourage tout le monde à aller écouter Écho de Ferme. C'est un podcast qui est distribué très très bien sur Spotify et compagnie. Forte recommandation. Et il faudra que tu ailles interviewer Roman Tournier sur son exploitation ou l'exploitation du cousin ou je sais pas quoi. Enfin, frère. Wine Impact. Le truc c'est bio. Merci beaucoup de nous avoir fait déguster tes vins. Merci à vous. Merci à toi, Sophie. Merci. On va se revoir. Voilà, c'est ce que j'allais dire en fait. On termine par déguster quelque chose jusqu'à la prochaine fois. Ouais, ça marche. Aurélien était à la technique. C'était Qu'est-ce qu'on déguste ? Salut.